Burillon qui va nous parler de la kératite neurotrophique. Et le pointeur. Ok, merci. Alors, on va changer carrément de sujet pour parler d'une pathologie qui n'est pas si rare et qui nous pose beaucoup de problèmes thérapeutiques. C'est la kératopathie neurotrophique dont la définition est ainsi écrite, qui est une maladie secondaire à une atteinte des nerfs cornéens, entraînant donc une diminution ou une abolition de la sensibilité cornéenne et de sa fonction trophique, par atteinte centrale ou périphérique de la branche ophtalmique du nerf trijumeau, le 5-1. Hop là. Très bien, ça commence bien. Oui. Donc le rôle de l'innervation est capital dans la cornée, on l'a déjà vu avec justement l'avantage de la PKR par rapport au LASIK. La cornée est extrêmement innervée par le 5-1 et puis par des fibres nerveuses sympathiques du ganglion cervical supérieur. Et cette innervation a un rôle très important dans la trophicité du globe oculaire et en particulier dans la trophicité de la cornée. Hop. Voilà un petit résumé de toute cette innervation. Est-ce qu'il y a un pointeur là? Mais là, j'avais le rouge. Le rouge aussi? Non, mais... ah non, pas oui. Rouge, et il est où? Ouais, voilà, comme ça. Donc en fait, vous retrouvez ici toutes les fibres en jaune qui sont donc les afférences sensorielles, donc du 5, du 5-1 ici. Et qui vont ici dans le noyau trigéminé. Et puis, vous avez, en réponse à cette afférence, donc qui vient de la cornée, vous avez deux réponses à une attaque, en quelque sorte, de ces nerfs, dans une période physiologique, par deux efférents, le bleu et le rouge, qui entraînent, lorsqu'il y a une attaque de la cornée, en quelque sorte, un réflexe de larmoiement et un réflexe de clignement. On ne s'en rend pas compte, mais c'est comme ça que ça marche, en permanence, au niveau de la cornée. Et c'est ça qui permet, en permanence, de protéger notre cornée. Donc, quand on n'a plus cette dénervation avec ces fibres en jaune, eh bien, on va avoir une diminution donc, du réflexe de clignement et le larmoiement réflexe. On a donc diminution de nombreux neuropeptides, dont ceux qui transmettent la douleur, la substance P, qui est aussi pro-inflammatoire normalement lorsqu'il y a une lésion, ainsi que le peptide lié au gène de la calcitonine, qui lui est immunosuppresseur. On a donc une augmentation de l'apoptose cellulaire et une altération du mucus et perte des microvillosités épithéliales, d'où défaut d'adhésion du film lacrymal. Tout ça va entraîner une vulnérabilité épithéliale. Et voici toutes les étiologies des kératopathies neurotrophiques. Donc, en fait, il y en a de nombreuses. Je vous ai mis en rouge celles qui étaient les plus fréquentes, celles qu'on rencontre fréquemment dans notre clientèle. Bien sûr, les causes génétiques, mais ça c'est facile, on va en faire le diagnostic très vite. Le diabète, donc dans les causes systémiques. Dans les causes du système nerveux central, l'anévrisme, tous les cancers au niveau du système nerveux central, les AVC, les Alzheimer, les Parkinson aussi, qui peuvent entraîner des troubles de la cornée. Au niveau oculaire, tout ce qui est post-herpès, post-infection, zona également. Et puis la iatrogénicité, qui est extrêmement importante, tout ce qui est toxique au niveau de la surface oculaire, en collyre, et Dieu sait s'il y en a. Et puis au niveau chirurgie, donc chirurgie, les greffes de cornée, la chirurgie réfractive, on vient de le voir, cornéenne, et également, et ça on le connaît moins, tout ce qui est en particulier les photocoagulations très importantes, rétiniennes, qui sont nécessaires on a un diabète évolué. Le port de contact, de lentilles de contact aussi peut entraîner des neuropathies comme ça, optiques, cornéennes, et puis évidemment d'autres anomalies, mais moins fréquentes. Le diagnostic positif sont des patients qui arrivent et qui sont un peu en errance thérapeutique. J'ai un ulcère, mais personne n'arrive à me le soigner. Voilà, il guérit pas. Donc on va redemander à l'interrogatoire pour retrouver une cause, parce que très souvent on en trouve une, et c'est beaucoup plus facile pour nous après à la prendre en charge. Donc on recherche exactement tout ce que je viens de vous dire au niveau des étiologies. Et puis on va en faire le diagnostic positif. Alors,
qu'est-ce que c'est l'ulcère de la kératopathie neurotrophique? C'est un ulcère qui dure plus de 3 semaines, qui est volontiers central ou paracentral, à fond clair, plus large que haut, avec au niveau des paupières souvent des anomalies des paupières, et surtout vous allez tester la sensibilité cornéenne et vous allez vous rendre compte qu'elle est diminuée. Ce patient avec cet ulcère devrait hurler de douleur, or il n'a que peu ou pas du tout mal. Ouais. Donc on continue dans notre diagnostic positif en examinant la sensibilité cornéenne. Bon, le plus souvent évidemment avec une éponge dans vos cabinets, une fléchette. On peut le faire avec le Cochet-Bonnet, nous, pour pouvoir vraiment le codifier et pour pouvoir faire ainsi un suivi. Bon, l'examen à la fluorescine classique sur la cornée, l'OCT de segment antérieur pour voir le retentissement sur la cornée de cet ulcère, et bien sûr la microscopie confocale qui nous permet de retrouver ou non les nerfs cornéens, de même les localiser dans l'épaisseur de la cornée. Est-ce qu'il y en a encore en surface ou plus du tout? Mais est-ce qu'il y en a encore en profondeur ou plus du tout? Et donc cette hypo ou anesthésie cornéenne induit, aggrave cet ulcère cornéen chronique, qui va être également aggravé par une multitude de traitements qu'on va essayer de mettre en route. Et petit à petit, on va avoir une vraie souffrance du stroma, qui va aboutir malheureusement après à des opacités cornéennes irréductibles. Alors on classe cette kératopathie neurotrophique en 3 stades de maquis. Maquis du A d'ailleurs aussi. Le stade 1, c'est un stade relativement simple qui pourrait tout à fait, comme diagnostic différentiel, nous faire penser à un syndrome sec banal. Mais là, c'est donc la sensibilité cornéenne devant un syndrome sec qu'on n'arrive pas à traiter, qui va nous faire dire qu'il y a peut-être derrière une kératopathie neurotrophique. Le stade 2, c'est l'ulcération déjà importante, avec un enroulement des bords de l'ulcère très souvent, un œdème stromal sous-jacent, voire même une atteinte au niveau de la chambre antérieure inflammatoire. Et puis la classification stade 3, c'est la lyse stromale, carrément, avec des pré-perforations, voire des micro-perforations, et un envahissement vasculaire très important de la cornée, comme dans les insuffisances en cellules souches limbiques, parce qu'on en arrive à ce stade-là aussi. Alors il faut faire le diagnostic différentiel. Le premier diagnostic différentiel, c'est l'infection. Mais ça n'a rien à voir. Les ulcères infectieux, bactériens ou fongiques, en général, d'abord, il y a une douleur, il y a une réaction inflammatoire au départ. Le patient, il décrit une phase douloureuse, avant peut-être de décrire progressivement une phase moins douloureuse. Évidemment, quand ils deviennent chroniques. Mais au départ, le fond de l'ulcère est blanc. Il n'est jamais translucide. Et en général, l'ulcère est plus haut que large. Les ulcères inflammatoires, ce sont les ulcères périphériques des mouraines ou bien des kératites ficténulaires, etc. Ici, vous avez donc un ulcère périphérique. En général, ils sont à fond clair. Ça n'a rien à voir avec l'ulcère de la kératite neurotrophique ou kératopathie neurotrophique. Et puis les ulcères des plaques vernales, donc il faut retourner la paupière, regarder s'il n'y a pas sous la paupière une prolifération qui pourrait entraîner des lésions sur la cornée. Et dans les rosacées, vous regardez aussi les paupières, sachant que tout ça s'intrique malheureusement de temps en temps. La prise en charge, 3 grandes parties dans cette prise en charge. Traiter d'abord la cause. Et très souvent, si on interroge bien le patient, on va retrouver une cause. Tout faire pour fermer l'ulcère, tout. Donc on met des lubrifiants, quitte à fermer la paupière s'il faut. On met des lentilles pour essayer de fermer l'ulcère. On met des inhibiteurs des protéases, on va y revenir. Et puis après, une fois qu'on a ça, il faut conserver cette cicatrisation, ce qui n'est pas du tout évident vu que le patient n'a plus d'innervation cornéenne. Donc, immédiatement, on supprime tous les collyres. En fait, on supprime tous les collyres. Vous avez un patient, vous lui faites une fenêtre thérapeutique pour pouvoir un peu vraiment savoir quelle est la responsabilité de ces collyres. En particulier, certains antibiotiques très toxiques pour la cornée, les aminosides, les fluoroquinolones, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, vous le savez. Mais Dieu sait s'il y a beaucoup de patients qui arrivent avec des inflammatoires, avec ce traitement topique. On va prescrire des substituts lacrymaux, mais très simples. Et on va corriger également toutes les anomalies palpébrales lorsqu'il y en a, parce que sinon elles vont être source de récidive. Et puis, on va pouvoir éventuellement débrider l'ulcère
au niveau de la périphérie de l'ulcère et ses bords enroulés, avec une petite fléchette, vous débridez l'ulcère. En même temps, vous prélevez, parce que ces ulcères peuvent se surinfecter, ils ont le droit, donc comme ça vous êtes tranquille après. Et puis, comme je vous ai dit, on essaie de fermer l'ulcère, soit une lentille thérapeutique souple, soit un verre scléral. On peut utiliser donc des inhibiteurs des protéases, la doxycycline, l'azithromycine, sont extrêmement efficaces. On peut utiliser sur un stade 2 de maquis de collyre au séromotologue ou des plasmas riches en facteurs de croissance. On utilisait le calcicol, une goutte tous les 2 jours, qui est une thérapie matricielle très efficace. Malheureusement, c'est un collyre qui est arrêté dans sa distribution depuis un an au moins, un peu plus d'1 an même, malheureusement. Et puis dans les stades 3 de maquis, on va être beaucoup plus agressif chirurgicalement. Greffe de membrane amniotique, la colle si on peut, greffe bouchon, tarsographie, recouvrement conjonctival. On sauve l'œil. À ce moment-là, c'est plus une question de sauver que la cornée, mais on essaie de sauver l'œil pour pas avoir une infection, une endophthalmie ou bien une perte complètement totale de l'œil. Alors dans les nouveaux traitements qu'on utilise aujourd'hui, on a une version recombinante du facteur de croissance des cellules nerveuses, le RH-NGF, qui s'appelle l'Oxervat, et tous les centres de cornée actuellement en France travaillent sur cette étude Reparo, qui nous permet de faire par la pharmacie, c'est en ATU, donc c'est les pharmacies hospitalières qui délivrent cette molécule, et ça nous permet de voir le résultat de ce collyre qui semble intéressant. Bon, on n'a pas encore les études au long terme. Et puis, le traitement actuellement qui serait l'idéal, c'est la neurotisation cornéenne, c'est-à-dire remettre des nerfs là où il n'y en a plus. Donc, comme on le voit, c'est une technique qui est ancienne au niveau ID. En Allemagne, ils avaient déjà pensé à ça. Aux USA, en 2009, il y a déjà eu des greffes. 2014, au Canada, on utilise le nerf sural sur le supraorbitaire. Le nerf sural, c'est un nerf qui est à l'extérieur de la jambe. En 2017, au 15 juin, Nassim Boueraoua a beaucoup travaillé là-dessus et a publié sur cette technique avec le nerf grand auriculaire. Il a redonné un dynamisme en France pour cette technique et de ce fait, Boursier à Strasbourg prend un nerf de l'avant-bras et nous à Lyon, on prend le nerf sural pour cette technique. Alors voilà le prélèvement des nerfs, ici de l'avant-bras, et vous voyez le nerf ici, ici le nerf sural qu'on a découpé, qui est assez facile à prélever. Donc on travaille en équipe dans ces cas-là. Et puis on a 2 solutions, on a soit la possibilité de faire on a le supraorbitaire contralatéral et on fait passer le nerf sural comme ça au-dessus du nez, sous la peau, pour pouvoir arriver au niveau oculaire de contralatéral. Soit on peut utiliser une méthode homolatérale, mais dans ce cas-là, le nerf sural est beaucoup plus petit, l'utilisation du nerf est beaucoup plus petit, et on a peut-être l'impression que c'est moins correct comme résultat. Alors vous voyez ici sur une photo qui est bizarrement, c'est bizarre comme ça, elle est décalée. On prélève ici, donc dans le repli supraoculaire, suprapalpébral, pardon, on a repéré l'endroit où on va retrouver le nerf supraorbitaire pour l'amener après au-dessus là du nez on va le suturer avec le nerf sural et on va le faire passer ici jusque dans l'autre œil qui est malade, qui est atteint. Voilà les différentes étapes chirurgicales, avec en haut le prélèvement sur la jambe. Ici, donc le nerf supraorbitaire qui est individualisé. Vous voyez ici l'autre œil, et on va pouvoir mettre le nerf sural entre les deux. Hop, on le fait passer là-bas. Et puis après, on arrive avec une incision aussi au niveau des paupières pour faire sortir ce nerf, et on va le rentrer à l'intérieur, sous la conjonctive, de part et d'autre de la cornée, sur 360 degrés autour de la cornée. Vous voyez les petits morceaux de nerfs qui passent là. Voilà encore les nerfs qui arrivent. Et à Lyon, on travaille avec un plasticien, le docteur Gébert. Vous voyez ici, vous voyez, on le voit en post-opératoire immédiat, on voit très très bien les gaines nerveuses sous la conjonctive.
Alors les résultats, là c'était le premier patient qu'on avait fait. On en a fait 2 à Lyon, on en a encore 2 qui devraient être faits là prochainement. Le Covid nous a arrêtés sur des ulcères vraiment chroniques, fluopositifs, etc. On arrive progressivement à avoir une réépithélialisation. Ici, elle est un petit peu en superficie, elle est un petit peu hypertrophique, mais c'est épithélialisé. Et ce qui nous prouve vraiment que ça marche, c'est à la fois la mesure de l'esthésiométrie. Ici, l'esthésiométrie, on l'a fait inférieure, supérieure, nasale, temporale et centrale. Donc vous avez les valeurs de l'esthésiométrie avant l'opération et après, à 1 an après l'opération, du premier patient et du deuxième patient. Et vous voyez que toutes les valeurs sont améliorées. Et ici, vous avez le confocal avant et le confocal après de nos 2 patients. Et on voit très bien la repousse épithéliale dans ces confocales, sur ce confocal. Alors l'équipe des 15-20 qui a fait beaucoup plus de cas que nous, ici pour un cas par exemple de neurinome du 8, donc, qui a atteint l'œil droit en fait, après l'opération du neurinome, eh bien, il y a eu une dénervation complète par la lésion du 5-1, et il n'y avait plus de nerf du tout sur le confocal, sur cet œil droit, et cet ulcère trophique. Et donc il a réalisé l'opération, et on a les résultats après. Vous voyez, à partir de 3 mois, il a noté qu'il y avait déjà une réinnervation et une esthésiométrie positive à partir de 9 mois. Voilà, donc idéalement, c'est vrai que si on pouvait faire ce traitement à ces patients à partir du stade 2 de maquis, évidemment pas avant, ça c'est un véritable traitement étiologique de cette kératopathie. Ici, j'ai repris le tableau de Nassim Bouera qui est très explicite, pédagogique, avec les conduites à tenir, stade 1, stade 2 et stade 3. Et vous voyez, la neurotisation, elle apparaît au stade 2 et au stade 3. Et vous avez les différents traitements, sachant que le stade 1, il est capital, et c'est ce que vous voyez parfois aussi dans vos cabinets, et c'est là où il va falloir traiter rapidement et correctement ces patients pour empêcher l'aggravation. Je vous remercie. Merci Carole. Des questions sur ce sujet Non, on n'a pas encore commencé, on attend. Il y a déjà 15 patients d'opérer, mais... Excusez-moi, pour l'Oxervat, on l'a sous ATU? Ah, d'accord. D'accord, ok. Merci. Mais ça coûte un peu cher, quand même. Quelle est la posologie et qu'est-ce que vous préconisez, du coup? Autre question sur ce sujet, très beau sujet, Carole, assez impressionnant quand même. Ah oui, c'est pas de la PKR. Carole, tu peux commenter sur le nerf qu'on prend? Parce qu'on voit que dans suivant la ville ou le pays, on ne prend pas le même nerf. Non, je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai 2 idées sur le nerf. Il y a d'abord une action vraiment, on suture les nerfs, mais nous on les suture à notre façon, on n'est pas on les suture, bon d'accord, très bien, mais je veux dire, je pense que les faisceaux nerveux des nerfs qu'on met sont actifs d'emblée, puisqu'on voit qu'à 3 mois déjà, on a une action. Mais ils sont également vecteurs des nerfs du grand auriculaire, du supraorbitaire. C'est le supraorbitaire qui va aussi, lui, envoyer aussi ses influx nerveux à travers ce nerf. Donc il y a 2 actions. Et pourquoi prendre un par rapport à l'autre? C'est vrai que celui que prend Nassim, il est très proche donc de l'œil, donc c'est pratique. Probablement. Pourquoi prendre à l'avant-bras ou bien, je pense que ça vient des chirurgiens, plus ou moins. Je vois pas l'intérêt plus de prendre un que l'autre. Toi, tu as une idée? Alors, dans l'idée du grand auriculaire, c'est que le seul effet secondaire, c'est que ça diminue la sensibilité du lobe de l'oreille. Alors, pour certaines personnes, ça peut être important, mais... mais bon, ça récupère un petit peu après. Je pense qu'au niveau de la jambe, il n'y a pas d'intérêt. C'est vrai qu'on induit quand même une hypoesthésie dans le territoire qu'on a dénervé. Ça, c'est malheureusement obligatoire. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Merci. Eh bien, je pense que maintenant, on va